Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. Félicitations. Vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu dans les films, lu dans les livres et les journaux, ou même entendu dire. Désormais, nous disposons de l'étude la plus détaillée et la plus fiable sur le célèbre navire naufragé. Un scan 3D à grande échelle du Titanic nous permet de voir dans les moindres détails tout ce qui s'est passé lors de la catastrophe. Et soyez assurés, il s'est passé beaucoup de choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Êtes-vous prêts pour de nouvelles découvertes sur le Titanic? Allons-y. Je parie que tout le monde, mais que sais-je, au fond, connaît déjà dans ses grands traits l'histoire de cette terrible nuit. Mais juste au cas où, voici un résumé rapide. Le 10 avril 1912, le gigantesque paquebot Titanic a quitté Southampton, en Angleterre, pour New York. 4 jours plus tard, le navire a heurté un iceberg et a coulé dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ce fut l'une des catastrophes les plus tragiques et les plus importantes de l'histoire des voyages maritimes. Depuis lors, l'épave du gigantesque navire repose sous une couche d'eau glacée. Pendant des décennies, de nombreuses personnes ont voulu remonter le navire, mais aucune n'a jamais réellement essayé. Les récits des passagers, les documentaires et les livres nous ont donné une image complète de ce qui s'est passé. Mais le seul témoin qui peut nous parler de cet événement tragique est le navire lui-même. Et certaines personnes ont décidé de l'interroger à propos de cette nuit-là. Un groupe d'experts, océanographes et cinéastes a recréé une version virtuelle des événements et l'a présentée dans le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Il s'agit de la reconstitution numérique la plus détaillée jamais réalisée de la façon dont le Titanic a sombré. Pour la créer, des spécialistes de la société Magellan ont envoyé des robots au fond de l'océan, à l'endroit où le navire repose à une profondeur de 3800 mètres. Là, tous les objets subissent une pression immense. Pour mieux comprendre à quel point elle est forte, imaginez le poids d'une barre d'haltérophilie sur le bout de votre doigt. Les plongeurs expérimentés avec un équipement de plongée standard ne peuvent donc nager qu'à des profondeurs allant jusqu'à 39 mètres et un peu plus. Donc, c'est une mission difficile. Il est presque impossible de descendre à une telle profondeur et d'y mener des recherches. C'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi l'équipe de spécialistes a envoyé des robots. Équipés de caméras pour les relever en haute mer, ils ont pris plus de 700 000 photos et vidéos en résolution 4K. Ils ont collecté des données pendant 3 semaines, explorant chaque partie du navire. Finalement, ils ont accumulé environ 16 téraoctets de données. 1 téraoctet équivaut à 1000 gigaoctets. Est-ce beaucoup? Le plus grand jeu sur PC, Microsoft Flight Simulator, pèse environ 1,5 téraoctet. Et il présente les cartes de la planète entière pour créer un simulateur de vol réaliste. Pourtant, ce programme extraordinaire pèse 32 fois moins que ce scan du Titanic. Imaginez à quel point le modèle du navire et la simulation du désastre se sont avérés détaillés. De plus, l'équipe a combiné toutes ces informations avec les plans du navire. Ils ont calculé la vitesse du Titanic cette nuit-là, sa direction, sa position et l'angle de l'impact avec l'iceberg. Tout cela a été ensuite téléchargé sur des superordinateurs afin de créer des simulations précises de l'accident. Puis, les spécialistes ont étudié les rapports de témoins oculaires, ont consulté des historiens et des experts maritimes, et ils ont présenté une reconstitution exacte de cette nuit tragique. Certains faits se sont avérés différents de ce que l'on croyait jusqu'à présent. Par exemple, l'iceberg n'a pas fait un énorme trou dans la coque du navire. Une analyse de l'épave du Titanic a révélé qu'un morceau de glace avait porté un coup latéral à la coque et créé plusieurs brèches dans celle-ci. Chacune faisait la taille d'une feuille de papier A4. Comment des dommages aussi minimes pouvaient-ils détruire un navire gigantesque? Le problème, c'est que ces perforations couraient sur toute la longueur de la coque. Les créateurs du Titanic avaient affirmé qu'il s'agissait du navire le plus insubmersible au monde. Cependant, son insubmersibilité reposait sur le fait qu'il pouvait rester à flot même si 4 de ses compartiments étanches étaient inondés. Or, la collision avec l'iceberg a entraîné l'inondation de 6 d'entre eux. L'iceberg n'a été en contact avec le navire que pendant 6,3 secondes, et il a pourtant réussi à le faire couler. Le scan de l'épave du Titanic a également montré un hublot avec une vitre cassée. L'iceberg y est sans doute pour quelque chose. Cette découverte confirme les paroles de témoins oculaires selon lesquels des morceaux de glace seraient entrés dans certaines des cabines. Vous imaginez comme cela a dû être effrayant. Vous dormez paisiblement dans votre lit, puis vous entendez un grand fracas et un morceau d'iceberg tombe dans votre chambre. Et après ça, c'est le chaos absolu. Les chercheurs ont découvert exactement comment le navire s'était brisé en deux.
Dans le célèbre film, nous avons tous vu comment la poupe du navire s'était élevée au-dessus de l'eau avant de se briser. Et le navire s'est effectivement brisé, mais pas aussi doucement que nous l'avons vu à l'écran. Oui, l'ampleur du désastre fut terrible, mais la réalité est encore pire. Le navire ne s'est pas simplement brisé, il s'est déchiré en deux. Les parties en bois et en métal du navire, les tuyaux, les morceaux de la coque, les murs, tout s'est déchiré et plié. Les cabines de première classe se sont coupées en deux. On entend d'ici les grincements de métal résonner dans la nuit. Les chercheurs ont comparé d'autres faits concernant le Titanic avec ce qu'en rapporte le film. L'un d'eux concerne une histoire au sujet du premier officier William Murdoch. Dans le film, son personnage attaque des passagers qui essayent d'embarquer. Mais en réalité, tout s'est passé autrement. Le survivant du Titanic, Charles Littler, a déclaré que William Murdoch s'était noyé tandis qu'il essayait de descendre un canot de sauvetage. Il n'a attaqué personne, mais a néanmoins connu une fin tragique. Nous n'avons pas de détails précis, mais des scans haute résolution ont confirmé cette version. Mais l'une des histoires les plus impressionnantes et héroïques à s'être déroulée sur le Titanic a eu lieu dans la salle des machines. À l'aide des robots, les experts ont découvert qu'une des vannes de vapeur du bateau avait été laissée ouverte. Cette découverte ne fait que confirmer les récits des témoins oculaires selon lesquels les ingénieurs étaient restés dans la salle des machines pendant plus de 2 heures après la collision avec l'iceberg. Ce groupe de personnes courageuses a maintenu l'alimentation électrique jusqu'à la dernière minute. Pourquoi? Grâce à un éclairage adéquat, les gens ont pu descendre les bateaux en toute sécurité sur les flots. L'énergie électrique a également permis au Titanic de rester repérable à une grande distance. De plus, les passagers ont rapporté que les lumières du Titanic étaient toujours allumées, même lorsqu'il était sous l'eau. Le courage de ces ingénieurs a permis de sauver la vie de centaines de passagers. Qui sait? Peut-être que des recherches ultérieures sur le navire nous en apprendront davantage sur l'héroïsme de certains passagers et des membres d'équipage. Toutes choses qui vaudront la peine de faire un nouveau film. En plus d'étudier le navire, les chercheurs ont également scanné le fond marin autour de l'épave, où non seulement des parties du Titanic, mais aussi des effets personnels de passagers, y compris des pièces d'or, des montres de poche, des peignes, des chaussures, etc., ont été dispersés. D'ailleurs, bon nombre de ces objets ont été remontés et vendus lors de diverses enchères. Vous trouverez également certains artefacts du navire dans des musées spécialisés. L'un de ceux-ci s'appelle le Titanic Belfast, et il est situé en Irlande du Nord. Il est ouvert au public. Cette réplique numérique du navire nous montre non seulement comment le Titanic a coulé, mais elle sauve aussi en quelque sorte le bateau. L'état de l'épave se détériore chaque jour. La pression gigantesque, les froides températures, l'eau et la vie marine, tout cela détruit lentement le navire. Et oui, certaines entreprises, qui organisent des excursions de plongée pour les touristes, posent également un danger pour le Titanic. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient redescendre dans un submersible jusqu'à l'épave légendaire. À la suite de certaines de ces excursions, des parties du navire ont été endommagées. Les experts prédisent que d'ici une quarantaine d'années, le malheureux paquebot pourrait disparaître complètement. Heureusement, la numérisation en 3D du Titanic a fourni un niveau de détail tel que l'on peut s'imaginer marcher à l'intérieur. Cela signifie que cette tragédie ne tombera jamais dans l'oubli. Bien sûr, 10 vidéos comme celle-ci ne suffiront pas à couvrir toute l'étendue du travail réalisé par les cinéastes. Heureusement, il est possible de voir le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Vous pouvez regarder le film et également étudier les modèles 3D du navire. Qui sait, peut-être pourrez-vous faire de nouvelles découvertes. Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912, 2 jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland.
De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouailles. Si le navire était passé par cette région seulement 2 jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement, et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long, et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une superlune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette superlune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement 1 mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée Futility a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan, qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic, et tous deux coulaient en avril. Et la raison en était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les 2 navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles, et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis, qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. 13 couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à sa domestique et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en 2 moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé? Personne ne le sait exactement.
Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en deux en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé. Mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème. Quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ 1 heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, le SS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour, car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé 1 minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Et il aura fallu 2 heures et 40 minutes au Titanic pour disparaître sous l'océan. Voici Arthur John Priest. Non, ce n'est pas un célèbre peintre et il n'a pas découvert un trésor perdu depuis longtemps. Il n'a pas non plus inventé de gadgets sophistiqués, ni battu un record du monde. Non, Arthur John Priest est simplement célèbre pour être insubmersible. Prouvant qu'on peut être à la fois chanceux et malchanceux, Priest a participé et survécu à plusieurs mésaventures en mer, dont le fatidique voyage inaugural du Titanic. Priest n'était pas un homme riche naviguant pour le plaisir. Il faisait partie de la classe ouvrière, employé comme soutier ou chauffeur, coincé pendant des heures dans les entrailles chaudes des grands navires à vapeur. Son travail était pénible et difficile. Il était chargé de maintenir les fourneaux allumés en les alimentant en charbon afin que la vapeur produite soit suffisante pour que les moteurs fonctionnent. Il devait être attentif à ne pas faire surchauffer le système ou mettre le feu au navire. Les fourneaux devaient être surveillés de près et constamment alimentés. Il respirait tous ces airs pollués, travaillant et luttant dans la sueur et la saleté. Souvent torse nu à cause de la chaleur, il était toujours recouvert de poussière de charbon noir. Et quand il avait enfin droit à une pause, ses quartiers d'habitation communs étaient tout près, dans la même partie du bateau. Il devait être doué car il n'a jamais eu aucun mal à trouver du travail. Mais où qu'il aille, la malchance semblait le suivre. Le premier incident a été bénin. Lorsqu'il était jeune, Priest a travaillé pour le RMS Asturias. Le paquebot a pris la mer pour la première fois en 1907 pour un trajet qui reliait Southampton au Royaume-Uni à Buenos Aires en Argentine. Lors de ce voyage inaugural, le navire a subi une petite collision. Les dégâts étaient suffisamment importants pour qu'ils doivent rentrer pour réparation. Heureusement, aucune blessure grave n'a été rapportée. Priest, imperturbable, est simplement allé travailler sur un autre vaisseau. Mais sa malchance l'a poursuivi à bord de l'Asturias. En 1914, l'Asturias est devenu un navire hôpital.
Une aide navale veillant aux soins et au transport des malades dans les eaux européennes et, si nécessaire, à leur rapatriement en Angleterre. Mais en mars 1917, vers minuit, le navire a été heurté par un corps étranger. Sa coque a été percée et la salle des machines a été inondée. Le capitaine a ordonné à tout le monde d'abandonner le navire, envoyant l'équipage, les patients et le personnel de santé dans les canots de sauvetage. Le vaisseau était toujours en mouvement, se propulsant dans l'eau car les commandes principales, situées dans la salle des machines submergées, ne pouvaient pas être éteintes. Le capitaine a refusé de quitter le navire alors que les gens essayaient encore de s'échapper. Il a pu diriger l'Asturias vers Bolt Head où il a finalement atteint la terre sans couler. Les canots de sauvetage restants ont été descendus et les derniers survivants ont pu se mettre en sécurité. Lorsqu'ils ont étudié plus tard les dégâts subis par le navire, l'Asturias a été considéré comme une totale épave. Il serait exagéré d'attribuer la survenue de cette catastrophe au passage de Priest à son bord. Après tout, il n'était même pas sur le navire à l'époque. Mais il semblerait quand même que beaucoup des bateaux sur lesquels il a servi ont dû faire face au désastre. Sa malchance l'a accompagné à son poste suivant sur le RMS Olympique, un énorme paquebot. L'Olympique était vraiment très grand. D'ailleurs, il avait été conçu et réalisé au sein de la même flotte que le Titanic. Mais cette grande taille impliquait des sacrifices. L'Olympique était parfait pour naviguer droit dans une direction donnée, mais très difficile à manier quand il s'agissait de tourner. En septembre 1911, le Hawkey, un navire plus petit qui naviguait à proximité, n'a pas laissé assez de place au grand vaisseau pour manœuvrer. L'Olympique a essayé de modifier sa trajectoire, mais les deux se sont percutés. Le Hawkey, ayant été conçu pour faire face à d'éventuelles confrontations en mer, sa proue renforcée a déchiré la coque de l'Olympique. Deux grandes entailles sont apparues sur le flanc du paquebot. L'arbre à hélice a été gravement tordu. Pire encore, le navire a commencé à prendre l'eau. D'une manière ou d'une autre, l'Olympique a réussi à atteindre la côte sans sombrer, et personne n'a été gravement blessé. Priest n'avait alors aucune idée que cela n'était qu'un avant-goût de ce que l'avenir lui réservait. Il a ensuite trouvé un emploi sur un navire tout neuf, un paquebot extraordinaire, une merveille insubmersible dont on disait qu'il était le plus grand jamais construit. Oui, il allait travailler sur le Titanic. Et quel travail! Pas moins de 29 chaudières à faire tourner, nécessitant 850 tonnes de charbon par jour pour produire la quantité de vapeur suffisante à sa propulsion. Priest était l'un des 150 soutiers qui travaillaient d'arrache-pied dans les entrailles du navire pour entretenir jour et nuit la fournaise, ce qui lui valait de gagner environ 30 $ par mois. Mais le 14 avril 1912, il s'est retrouvé projeté d'une chaleur extrême à un froid foudroyant. Vers 23h35, l'équipage repère un iceberg. Le Titanic essaie de l'éviter, mais l'alarme a été déclenchée trop tard. 5 minutes après, la collision se produit. L'iceberg a déchiré la coque et les compartiments intérieurs conçus pour être étanches ont été gravement endommagés. L'eau froide de l'Atlantique a envahi le navire qui commença à couler. Des signaux de détresse sont envoyés, mais le navire le plus proche, le Carpathia, est à plus de 3 heures de navigation. Dans l'obscurité de la nuit, coincés au milieu de nulle part, l'équipage et les passagers ont commencé à paniquer. Ceux qui le pouvaient se sont rués sur les canots de sauvetage. D'autres ont sauté dans les flots glacés. Au total, seulement 706 personnes ont survécu à cette terrible nuit. Au moment de la collision, Priest se trouvait dans les quartiers inférieurs du navire. Il était en pause, se relaxant après une dure journée de travail. Et alors que le navire sombrait, il en allait de même pour ses chances de survie. Lui et ses collègues se trouvaient dans la partie du navire qui était à ce moment la plus dangereuse. Ils devaient se frayer un chemin dans un dédale de couloirs et de passerelles dont certains étaient inondés dans une course folle vers les ponts supérieurs. Puis, il fallut affronter l'eau glaciale, y plonger et nager désespérément vers un endroit plus sûr. L'océan était si froid que Priest a souffert d'engelures avant de finalement trouver un moyen d'atteindre un des canots de sauvetage. Il était l'un des 44 soutiers ayant survécu cette nuit-là. Après une telle expérience, la majorité des gens ne mettraient probablement jamais plus les pieds sur un bateau. Mais Priest avait besoin de travailler. Son poste suivant s'est aussi révélé une expérience chaotique. On lui a proposé un emploi sur le HMS Alcantara. Le bateau a coulé en 1916 et Priest a une nouvelle fois été l'un des rares à s'en sortir, bien que gravement blessé au cours de l'incident. Mais il a continué à forcer la chance.
et le job suivant a dû lui sembler étrangement familier. Il devait partir à bord d'un vaisseau construit par les mêmes ingénieurs ayant conçu l'Olympique et le Titanic. Et ce navire, appelé le Britannic, était le plus grand des trois. Il était aussi considéré comme un navire plus avancé, équipé de nouveaux dispositifs de sécurité installés suite au naufrage du Titanic. Par exemple, il disposait de 48 canaux de sauvetage ouverts, dont 46 étaient les plus grands jamais élaborés pour un paquebot. 2 d'entre eux étaient même motorisés et équipés de dispositifs de communication spéciaux. Bonne nouvelle, le Britannic a survécu à son premier voyage sans incident. Déjà une performance que le Titanic n'a jamais pu réaliser. Cependant, le 21 novembre 1916, le Britannic a été ébranlé par une forte explosion, alors qu'il voyageait dans le canal de Kea, dans la mer Égée. La coque était endommagée et une partie des compartiments a commencé à se remplir d'eau. Contrairement au Titanic, le Britannic avait été précisément préparé à une telle urgence. Il était équipé de 5 cloisons étanches qui, en restant intactes, devaient maintenir le navire à flot pendant une période de temps beaucoup plus longue. Mais il y avait un problème. Les hublots des ponts inférieurs avaient été négligemment laissés ouverts. Lorsque le navire s'est incliné, les hublots ont donc permis à l'eau de rentrer, inondant le Britannic et précipitant sa descente au fond de la mer. Cela avait effectivement rendu les cloisons étanches complètement inutiles. Le navire sombrait rapidement, beaucoup plus vite en fait que le Titanic. 35 des canaux de sauvetage ont été lancés avec succès, sauvant la plupart des personnes à bord. Sur les 1066 passagers et membres d'équipage, 1036 ont survécu. Priest, toujours sous sa bonne étoile, était bien entendu l'un d'entre eux. Et pourtant, il n'en avait toujours pas fini avec la vie en mer. Il a accepté un nouveau poste de soutier sur le Donegal. Il s'agissait d'un petit ferry de croisière converti en bateau-hôpital. En avril 1917, il a été frappé par un objet non identifié, alors qu'il fuyait une situation dangereuse. Bien qu'il ait souffert d'une blessure à la tête, Priest était sain et sauf. Il a fallu à Priest 2 collisions et 4 naufrages avant qu'il ne soit enfin prêt à prendre sa retraite. En réalité, il aurait même expliqué avoir arrêté uniquement parce que plus personne ne voulait naviguer avec lui. Mais peut-on vraiment les blâmer? Il vécut le reste de sa vie sur la terre ferme à Southampton, en Angleterre, avec sa femme Annie et leurs 3 fils. Mais on se souviendra toujours d'Arthur John Priest comme l'insubmersible soutier.